je répercute ma naïveté première qui était, bon, bah, nous en France au moins on n'a pas eu ça. D'ailleurs il y a même eu un exemple en France où on a bien prouvé qu'on n'a pas eu ça. C'était, je sais pas si vous avez suivi ça, c'était une université, l'université Fernando Pessoa, qui avait voulu s'installer à Béziers, et je sais plus où, enfin il y avait 2 antennes. Ouais, c'est possible. Enfin, c'était dans le sud, je me souviens plus. Qui voulait s'installer pour les études, voilà, kiné, paramédicale, la petite enfance aussi. Il y avait Cyrulnik qui devait s'occuper. Et c'était un peu le même moment, et il y a eu des manifestations d'étudiants qui ont dit, bah non, c'est la sélection par l'argent. Je sais plus combien c'était les frais d'inscription pour une année, 7 500 ou 8 000 euros, je sais plus. Enfin bon, c'est la sélection par l'argent, blablabla. Il n'y a pas de contrôle sur les diplômes. Enfin, je dis blablabla, c'est pas du tout péjoratif. Enfin, c'est pour dire que l'argument était attendu. Et l'université a fermé. Et donc, l'université Fernando Pessoa a fini par fermer, les deux d'ailleurs. Ça me reviendra. Donc on s'est gargarisé de ça en disant, nous, les universités privées, on fait pas du tout. Sauf que quand on regarde, que fait Sciences Po s'ils font pas ça? Enfin, s'ils n'ont pas fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sciences Po, c'est une université privée, un modèle de fondation privée qui fonctionne avec 70%, c'est des subsides d'État, donc soit de l'argent public, soit parapublic, et qui fonctionne aussi avec des bourses universitaires. Bon, est-ce qu'on n'a pas ce modèle-là? Moi, au moins, je pose la question. Voilà. Oui. Petit détail pour les kinés, il n'y a pratiquement pas d'école publique de kiné. C'est que des privés. Mais ça a participé, c'est très vrai, ça a participé du fonctionnement. C'était pour dire, c'est très intéressant. Pourquoi ça a foiré là? Pourquoi ça, d'un seul coup, ça coince? Mais alors, c'était pas tant les kinés qui ont posé problème, c'était plutôt, là, je me souviens, alors moi, je maîtrise pas bien, mais les étudiants de première année de médecine. C'est en médecine, c'est la médecine qui avait voilà, foiré. C'est en médecine que ça a coincé. Enfin, que ça a coincé partout, mais c'est l'argument massu, c'était là. Et donc voilà, donc on a ce modèle-là. Donc je dis juste, là, vous me voyez venir vers la France, je dis juste que cette destruction-là était internationale. Et j'avais même un 3e point sur l'internationalisation. Mais je vous en fais... Ah bah si, il est important. Il est important parce qu'il explique des choses qu'on a aujourd'hui, qui est... si vous suivez très vite... Là, j'ai pris des sphères qui ont l'air différentes, et la dernière a l'air différente, mais elle l'est pas. Si on repense, si on reconceptualise l'université, on reconceptualise ce qu'elle produit, on reconceptualise ce que les étudiants viennent y chercher, mais on reconceptualise aussi ce que sont les étudiants. Et ce qui s'est passé dans le temps des réformes des années 2000, là dont je parle, on a eu une reconceptualisation aussi de ce que sont les étudiants. Donc les pays les plus en pointe dans tout ce mouvement-là, on l'a baptisé la modernisation de l'université. Donc c'est pas de l'ironie de ma part, ça s'appelle comme ça. Donc tout ce mouvement de modernisation de l'université, les pays qui étaient le plus en pointe ont été jusqu'au bout de la professionnalisation des études. C'est-à-dire, 2 choses, il faut que les études soient professionnalisées dans leur contenu, qu'elles soient professionnalisées dans les diplômes. CF, ce qu'on a fait en Espagne, le Grado porte des compétences précises qui servent pour les DRH, c'est-à-dire compétences de organisation de telle chose, initiative dans tel domaine, machin. Les diplômes universitaires. Imaginez si c'est universitaire que de savoir que vous êtes... Voilà. Bon. Mais surtout, ce qu'on a reconceptualisé, c'est les étudiants. C'est-à-dire, que sont les étudiants? Et la chose était... Mais elle coule de source, si vous suivez la logique. Les étudiants, c'est pas de mon fait. Les étudiants viennent pas chercher des savoirs à l'université. Ils viennent chercher des compétences qu'ils feront valoir sur le marché du travail. Pour toutes les universités reconceptualisées, c'est ça. On dispense plus du savoir aux universitaires. D'ailleurs, en France, ça s'appelle même plus des cours, ça s'appelle des offres de formation. C'est extrêmement intéressant dans le vocabulaire. Donc, ils viennent chercher non plus des savoirs qui pourraient être gratuits ou qui pourraient leur servir à tout à fait autre chose, qui pourraient leur servir à être de bons citoyens ou à être tout ce que vous voudrez, mais qui servent comme sorte d'avaloir sur une carrière professionnelle à venir. C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que l'étudiant commence sa première année, d'ailleurs c'est terrible, ça les met dans des états, la première année où on est censé leur demander, alors c'est quoi votre projet professionnel? Où ils s'effondrent parce qu'ils en ont pas, et c'est très bien qu'ils n'en aient pas. Quel gamin de 18 ans se dit j'ai un projet professionnel? Moi ça aurait tendance à m'inquiéter plutôt. Enfin, et donc là, ce qui s'est passé dans les universités mondialement en avance sur la modernisation, c'est de se dire, puisqu'ils viennent pas y chercher un savoir mais un avaloir sur le monde professionnel à venir, il faut qu'ils participent aux frais. Il faut qu'ils participent naturellement aux frais de leur formation professionnelle. Si c'est pas du savoir, mais de la formation professionnelle. Donc, il n'est pas du tout absurde de faire
d'augmenter les frais d'inscription universitaire, ce qui s'est passé en Angleterre, et en 2010 ça a mis une partie des étudiants à Londres dans la rue de manière très violente pendant des semaines, même si nous c'est resté assez résiduel ce qui se passait à Londres. Mais voilà par exemple ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aussi, c'est par exemple des propositions du type on est en 2004, on est un peu avant. Les Anglais avaient relevé le plafond des frais d'inscription des universités publiques, c'est-à-dire ça ne devait pas dépasser 4000 livres par an, ce qui était énorme par rapport aux frais d'inscription des universités publiques telles qu'elles existaient auparavant. Alors c'était un plafond, mais évidemment, comme tout plafond, il a vocation à créer un modèle. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est rappelez-vous qu'on est dans la logique du 40 à 50% d'une classe d'âge doit aller à l'université. C'est-à-dire, en termes de politique structurelle, on est dans un truc qui marche sur la tête. Donc il va falloir plein d'universités privées, ou alors il va falloir on va récupérer plein d'argent. Bon, et donc ce qui s'est passé, le conseiller, je cherche son nom en même temps, le conseiller de Tony Blair, qui était en même temps le patron de la London School of Economics, son nom m'échappe dans les limbes du bouquin, mais peu importe, qui avait mis un modèle comme tout bête, c'est-à-dire on va indexer, on fait plus payer les étudiants au forfait de leurs études, on fait payer les étudiants au forfait de ce qu'ils obtiennent comme emploi à la sortie. C'est-à-dire on va créer un indice, on crée un indice et on dit là vous êtes dans telle section, dans telle discipline, vous attendez tel métier. Voilà. Si à la sortie vous touchez tel métier avec tel salaire, je sais pas, vous paierez des frais d'inscription rétroactifs sur ça, sur la réalisation de cette professionnalisation de l'université. Ce que l'OCDE a recommandé pas plus tard qu'en 2014, en disant il faut faire payer. Alors c'était un peu plus subtil. Aujourd'hui, tac, les universités doivent faire payer leurs étudiants plus que jamais. Toujours en partant du principe qu'il y en aura 40 ou 50% d'une classe d'âge, en fonction des débouchés professionnels de chacune des disciplines. C'est-à-dire, plus la discipline est professionnalisante et plus elle amène vers des débouchés professionnels, et plus vous paierez. Alors, voilà, tel que le 2014, je sais plus, mai 2014, les préconisations de l'OCDE. Alors, quand on a eu, nous, à la rentrée, les débats sur est-ce qu'il faut les frais d'inscription et machin, imaginez comme c'est surréaliste par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qui a pu se mettre en place déjà à l'échelle internationale. Alors, ça n'empêche pas qu'en Allemagne, par exemple, il n'y a plus de frais d'inscription. Ça n'empêche pas que dans plein d'autres pays, ou en Autriche, ou ça n'empêche pas que dans plein d'autres pays comme l'Afrique du Sud dont je parlais tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a 15 jours, ils ont obtenu la baisse des frais d'inscription. Ce qui n'est pas absurde. Ils partent du principe, alors c'est un autre débat, il y a eu un autre bouquin là-dessus en début d'année, ils partent du principe que si l'université doit être, je parle des étudiants qui se sont battus pour ça, si l'université est productrice de savoir, ce qu'on attend d'elle, et non pas de compétences professionnelles, elle produit des choses qui viennent de la cité, qui ont vocation à repartir à la cité, et qui, par voie de conséquence, sont déjà payées par les impôts de tout le monde, de la même manière que l'école maternelle, primaire, machin, truc muche, et pas se mettre à faire payer des trucs. Bon. Alors, j'en viens à la France. En gros, vous pourriez presque faire le décalque de ce que j'ai décrit là, en moins catastrophique sur le papier, mais en tout aussi catastrophique sur le mode de fonctionnement. Le LMD a servi, le LMD, encore une fois, licence, master, doctorat, a servi de porte d'entrée à une professionnalisation, mais gigantesque. On est dans des trucs mais hallucinants de professionnalisation des universités, des enseignements à l'université. C'est-à-dire les études, depuis le LMD, ont vocation à être professionnelles. Les étudiants ont vocation, ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on n'a pas vu, et l'UNEF l'a pas vu non plus, le modèle qui venait d'Harvard d'un siècle plus tôt, d'ailleurs c'est très instructif, les mémoires du patron d'Harvard de la fin du 19e siècle, qui est resté très longtemps, qui était très libéral et qui ponce cette réforme-là, il dit en gros, évidemment on ne nous l'a pas présenté comme ça du tout, ça ne serait jamais passé, mais en gros, moi je suis à Harvard, j'ai les fils de bonne famille, ils n'ont pas d'intérêt dans les futures professions de la banque ou des affaires à venir étudier le latin ou Homère ou je ne sais quoi. Donc on va professionnaliser les enseignements pour eux, que ce soit immédiatement utilisable. Et deuxièmement, on va leur permettre de choisir librement leurs enseignements pour les responsabiliser. C'est-à-dire, c'est la future élite de notre pays, il faut qu'ils soient responsables. Et le choix de leurs études, c'est-à-dire de prendre tel cours plutôt que tel autre et d'être capable de faire un parcours. D'ailleurs, on choisit plus. L'université aujourd'hui, on parle plus de cours, on choisit un parcours.
Bon, et donc le modèle était celui-ci. Un siècle après, parce qu'il est en vigueur, il faudrait. Bon. Mais le LMD a servi d'ouverture à ça. C'est-à-dire les étudiants sont plus là pour produire un savoir qui entraîne un savoir ou qui s'emboîterait. Ah bah tiens, je prends philo de je sais pas quoi. Tiens, philosophie analytique et puis ah bah tiens, la littérature, machin. Non, ils sont là pour produire un parcours professionnel qui est validé comme parcours professionnel et qui a vocation à les préparer au monde professionnel. Point. C'est-à-dire que le bon étudiant d'aujourd'hui, sous couvert de libre choix des études, c'est l'étudiant qui est capable, et la formule n'est pas de moi, de capitaliser le maximum de crédit et non plus d'avoir une moyenne qui lui permet de passer. Les notes ont officiellement disparu au profit de ce qui s'appelle des ECTS, European Credit Transfer System. C'est une forme de capitalisation de crédit. Peu importe la discipline que vous prenez, je capitalise des crédits et à la fin, il me faut tant de crédits pour avoir mon diplôme. Mais c'est pas ça qui est important. C'est l'idée que les étudiants, qui est abominable quand on réfléchit 2 secondes à ça, l'idée qu'un étudiant, prenez n'importe lequel au hasard de 18-20 ans, ou 25 ans si vous voulez, serait capable d'opérer un libre choix, on ne sait pas exactement où il va le trouver, qui coïnciderait exactement avec ce que la science économique appelle l'acteur rationnel. C'est-à-dire, il serait capable d'évaluer les coûts et les profits du cours qu'il prend en fonction de ce qu'on attend de lui sur le monde professionnel, non pas en fonction de ce que lui pourrait venir chercher en tant que plaisir d'apprendre ou manipulation d'un savoir ou articulation de telle ou telle discipline entre elles. Non, non, non. La capacité de savoir à l'avance et de prévoir que tel type de parcours universitaire vaudra tant sur le marché du travail. Voilà ce qu'on attend d'eux. C'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix judicieux qui font ça. Alors, inutile de vous dire qu'à minima, on est obligé de se demander, et ça va de soi, on est obligé de se demander, mais ce type de parcours-là, très idéalisé, ça vaut pour qui? C'est-à-dire que faire le libre choix des libres études à l'université française, du LMD, ça veut dire être capable de prendre sur le monde de l'université le regard économique qui a été construit depuis la fin des années 90. C'est-à-dire, c'est que ça. Vous vous doutez bien qu'en termes d'inégalité sociale, c'est abominable. Le nombre d'étudiants paumés, alors on a commencé à le faire, ça, d'étudiants paumés dans les catégories sociales les plus basses qui comprennent rien à ce qu'ils viennent faire à l'université, sans même rajouter que... statistiquement parlant, il est de bon ton pour faire une carrière professionnelle réussie de ne pas aller à l'université. Évidemment, les stratégies d'évitement sont en place. Il vaut mieux aller dans une prépa, dans une grande école, dans une école privée, plutôt que de venir à l'université. Donc de toute façon, le mode de fonctionnement des études, et on marche sur la tête. Sans oublier que ça voulait dire, pour les enseignants, c'était tout bête, il faut que les cours ressemblent à de la formation professionnelle. Alors, je passe sur mon cas personnel. Ça veut dire quoi pour un historien attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Et je parle d'un modèle qui n'est pas nécessairement français. Il n'est pas absurde pour un étudiant allemand que j'ai eu, moi, qui fasse histoire de la France et je sais pas quoi, à côté, sociologie, pour finir cadre dans une banque. C'est pas absurde. Nous, on a un mode de pensée qui prévoit que les études doivent mener à tel truc et que on rentre dans le diplôme par rapport à ça. Alors, pour les disciplines du type histoire, mais il y en a d'autres, ça veut dire quoi professionnaliser les enseignements? On ne s'est pas posé la question très longtemps. Enfin, si, on se l'est posé très longtemps. Alors, quand je dis professionnaliser, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que les crédits donnés aux départements universitaires et aux chercheurs sont assujettis à l'offre de formation telle qu'elle est présentée. C'est-à-dire, là, vous n'êtes pas assez en phase avec le monde professionnel, donc vous aurez moins de crédits. Donc, c'est comme ça que ça se met en place. Professionnalisation, ça veut dire, par exemple, en histoire, c'est vrai dans d'autres disciplines, on a ouvert plein de licences professionnelles et de masters professionnels en métier de l'édition. Ce qui fait aujourd'hui, je connais bien le monde de l'édition par ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, un étudiant qui sort avec un master professionnel métier du livre au monde de l'édition passe au bas mot 3 ou 4 ans stagiaire à 200 € par mois, parce qu'on a un nombre d'étudiants qui ont suivi ce cursus-là, qui est disproportionné, et qui, pendant ce temps-là, ne suivaient pas autre chose, c'est-à-dire n'ont pas appris à faire autre chose. Voilà ce que ça voulait dire concrètement la professionnalisation. En droit, par exemple, moi j'ai fait sur les différentes disciplines. En droit, mais l'exemple est un peu particulier, mais l'une des catastrophes de la professionnalisation en droit, et je vous laisserai réfléchir là-dessus, mais l'argument est presque imparable.
Les gens qui le portent auraient dû nous mettre la puce à l'oreille, mais l'argument en lui-même est presque imparable dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut que les études de droit arrêtent d'être enfermées dans le monde universitaire. Former un avocat ou former un juge, il faut que ce soit déjà une formation professionnelle. Il faut le mettre dans le bain tout de suite, qu'il soit un peu en phase avec... Évidemment, tout le discours est là-dessus. On nous dit en permanence qu'il faut s'adapter au monde contemporain, il faut être dans la réalité, il faut être... L'université a suivi le truc. Donc, ça veut dire quoi dans les universités? En droit, on a commencé, je ne suis pas le prophète de malheur, c'est déjà commencé. C'est-à-dire, on a commencé à se dire, eh ben oui, c'est pas faux, comment on forme nos professionnels du droit? Il faudrait professionnaliser la formation des professionnels du droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on se débarrasse d'abord des disciplines les plus théoriques, droit de la famille, droit privé, droit public. Là, pour le moment, on rêve. On se débarrasse, dans l'idéal, des exercices les plus proprement scolaires qu'on impose ou qu'on inflige, selon qu'on les a vécus ou pas, aux étudiants en droit, à savoir commentaire d'arrêt, dissertation. Voilà, c'est très théorique, ça sert à rien. Et on privilégie la partie pratique, c'est ce qui s'appelle les cas pratiques. Alors, c'est-à-dire, on met les étudiants devant des cas concrets. Monsieur Machin renverse Madame Bidule avec son véhicule terrestre à moteur, et voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Comment vous qualifiez ça? Et machin. Bon. Cas concret, mais les étudiants voient pas à mal, c'est génial. C'est concret, enfin, machin. Personne voit à mal, d'ailleurs. Si ce n'est que petit à petit, il y a un établissement qui sert de modèle pour ça, parce qu'ils l'ont fait très vite. C'est encore une fois, c'est Sciences Po. Je cherche pas, je fais pas exprès, mais il se trouve que eux sont très en pointe là-dessus. L'école de droit de Sciences Po est très en pointe là-dessus, et l'a développé comme modèle que les universités, notamment de province, essayent de rattraper petit à petit, donc en se débarrassant de la partie droit à l'ancienne et en allant vers les cas pratiques. Mais en voyant pas deux choses, c'est d'une part que on a abdiqué dans ce qui serait la formation des professionnels, des futurs professionnels du droit, on a abdiqué l'idée de leur apprendre une forme de réflexivité sur le métier, c'est-à-dire prendre 2 secondes pour réfléchir à ce que je fais quand je suis en train de faire ce que je fais. Ah, ben oui, mais c'est tout bête. Le droit français se prête à ce genre d'exercice parce qu'il fonctionne par l'interprétation casuistique. On a un cas, on doit l'interpréter. C'est-à-dire, ça, c'est un travail intellectuel. Le modèle tel que Sciences Po le défend, donc de professionnalisation, n'est pas que de professionnalisation, il est d'américanisation. Le modèle, c'est celui de la common law, du common law américain, qui fonctionne par le modèle du précédent, le cas pratique. On est d'accord. C'est 2 choses différentes, professionnalisation, et déjà là, on est dans un choix politique ou un choix de transformation qui n'a plus rien à voir avec des choses pédagogiques. Je dis choses pédagogiques pour rester vague, mais ça me semble extrêmement important. Et quand on creuse encore un peu et qu'on voit que la discipline phare de ce modèle qui se développe à Sciences Po, c'est le droit international des affaires, porté par des grands cabinets d'avocats américains, je pense qu'on est au bout de cette logique de professionnaliser, y compris pour ce que je vous disais pour la professionnalisation des métiers du livre. Ça marche pour tout. Ça ne veut pas dire rendre les formations plus professionnelles. Ça ne veut même pas dire adapter les étudiants aux exigences pratiques d'un métier qu'ils auront à faire. Ça veut dire faire servir à l'université des choix politiques, idéologiques, économiques, qui ne disent pas leur nom. Et ça veut dire même, je rajouterais, qu'on dépouille les universitaires de la possibilité de dire et de comprendre ce que vaut un enseignement universitaire. C'est plus les universitaires qui décident ce qu'est un enseignement universitaire. C'est fini, ça. Ils sont assujettis à plein d'autres trucs. Alors j'aurais pu prendre d'autres exemples, par exemple dans la professionnalisation que j'aime bien, c'est la création du fameux, il est récent aussi, le D2E, le diplôme étudiant entrepreneur. On a créé des dispositifs dans l'université de création, de simulation de création d'entreprises qui sont validés par des diplômes. C'est-à-dire, on dit à l'étudiant, alors il n'y a pas de cours, il n'y a rien, mais vous allez avoir un mentor qui va être un patron de boîte ou un cadre, machin, qui va vous apprendre à monter un business plan et un business truc, qui va pouvoir vous ramener aussi, parce que c'est la pépinière d'entreprise, qui va pouvoir vous ramener des contacts et puis de la crédibilité auprès des banquiers, validé par des diplômes. C'est le cas à Grenoble et maintenant dans une trentaine d'universités. La professionnalisation, c'est pas un vœu pieux, on y est déjà en plein dedans. Et je pense que c'est triste, à minima c'est triste. Et pour les étudiants, je pense que c'est catastrophique. C'est-à-dire que les étudiants qui débarquent aujourd'hui ont une vision de ce qu'on vient chercher à l'université qui est rabougrie. C'est une sorte d'antichambre du monde professionnel. Ça fait pas rêver, franchement. Si l'université, ça doit être ça, je vois pas l'intérêt. Voilà, ça c'est la phase LMD, c'est 1 sur 17 qu'il faudrait décrire. Donc, je vais pas les faire un par un. L'autonomie des universités, la loi LRU, fonctionne un peu sur le même mode de fonctionnement. L'idée, c'est de se dire, rapprocher les universités du monde de l'entreprise.
Alors on va commencer par le management universitaire, ce qu'on a appelé la gouvernance. Vous voyez aussi d'où ça vient, la gouvernance des universités. C'est-à-dire, bougez pas, on change tout. Comment doit être organisée une université aujourd'hui? Elle doit avoir un chef, un patron, qui gère l'université comme un patron gère une entreprise. C'est-à-dire il est responsable, il fait des choix managériaux, il manage sa masse salariale, et ainsi de suite. Les présidents d'université ont vu... c'est très intéressant d'ailleurs à étudier. Ils n'ont pas vu leur salaire multiplié par 4 comme au Royaume-Uni. Un président d'université à Londres est aux alentours de 270 000 livres par an. C'est pas le cas d'un président d'université français, mais il est entre 70 et 120 000 euros par an. Je dis pas ça pour dénoncer, je dis juste les gratifications vont avec le profil managérial qui se met en place. Et petit à petit, ces présidents qu'on a dotés de pratiquement tous les pouvoirs deviennent des managers. C'est-à-dire qu'on les recrute dans les disciplines plutôt, c'est pas le cas partout, c'est pas le cas selon les traditions universitaires, plutôt dans les disciplines de sciences de gestion, sciences économiques et autres, ou les disciplines professionnelles, informatiques, enfin professionnelles, plus techniques, informatiques et autres, et dans ceux qui ont brillé non pas par... Enfin, brillé, qui sont illustrés non pas par leur carrière d'enseignant-chercheur, mais par leur fonction à l'intérieur du canevas de la gouvernance de l'université. Par exemple, avoir été directeur du FR ou directeur de... Une question, ils sont quand même élus. Alors, ils sont élus, j'y viens. Et comment ils sont élus maintenant? Alors, ce qui était très intéressant avant, c'est qu'il y avait un conseil d'administration qui élisait le président. Ils étaient une soixantaine. Désormais, ils sont 30. Dans lequel le conseil d'administration doivent siéger, alors j'ai plus en tête, ce qu'on a appelé, faute de mieux, les personnalités de la société civile. C'est-à-dire il faut qu'il y ait dans les 30, il faut qu'il y ait au moins un patron d'entreprise, local ou national, il faut qu'il y ait au moins un cadre supérieur d'entreprise. Certaines ont choisi, par exemple, un journaliste économique, parce que ça brille, et puis parce que machin. Et j'oublie, enfin, la liste. Aussi, il faut qu'il y ait oui, exactement, des représentants de la région, voilà, des représentants de la territoriale, de l'administration territoriale, et ainsi de suite. En tout état de cause, le jeu universitaire n'est plus du tout le même. La campagne d'un président d'université n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant, où il était élu par les pairs et les personnels, c'est-à-dire, en gros, c'était une boutade, mais en gros, le président d'université fait sa carrière auprès des secrétaires. Le nombre de carrières qu'on a vu s'écrouler parce qu'il n'a pas dit bonjour à la secrétaire en rentrant, qui vont voter ensuite, mythe, machin, on s'en fout. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. L'élection du président d'université se fait sur les compétences managériales, l'ouverture, l'entre-gens local, la capacité de rapporter des contrats, parce que c'est l'autre partie, c'est-à-dire l'université s'ouvrant au monde professionnel. Le président, là, que je viens de... Alors, ça heurte toujours, mais sur les textes, c'est bien le cas. Le président a les pouvoirs qui lui sont donnés donc par ce conseil d'administration qui a profondément changé de gueule, si on peut passer l'expression. Il a comme contrainte la nécessité de faire tourner une entreprise qui... en règle générale, on parlait des faillites tout à l'heure, est difficile à faire tourner, mais donc il a comme levier la politique universitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des contrats pour les différents labos et faire remonter les contrats que les labos ont dans l'escarcelle de l'université. D'ailleurs, les laboratoires, moi par exemple, je suis parti d'un laboratoire, chaque contrat qu'on trouve avec une université privée ou avec l'ANR nationale ou avec les financements économiques de l'Europe rapporte de l'argent à l'université. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et sinon, c'est le cas en Angleterre, c'est pas encore le cas en France, sinon on peut dissoudre un département parce qu'il rapporte rien. Les philosophes, je sais plus quelle université, ça me revient plus, mais d'Exeter ou je sais plus laquelle, ont été purement et simplement fermés parce que ça rapporte pas d'argent. On est dans cette logique-là. Nous, on n'est pas encore dans on ferme, on redistribue. Au bout de, on surveille par exemple les chercheurs. Au bout de 3 fois, vous faites une demande sur, je sais pas, tel projet. Alors attention, on court un projet de 900 000 euros peut-être. C'est très bien. Si vous le loupez une fois, que vous le loupez 2 fois, que vous le loupez 3 fois, vous allez avoir beaucoup de mal à demander des crédits la fois d'après. C'est-à-dire, oui, attendez, c'est pour faire quoi? Et on parle plus de savoir universitaire, on parle plus de recherche, on parle d'argent. Parle de capacité à rapporter de l'argent. Bon, et il a comme autre devoir, je dis pas qu'ils le font par plaisir, mais ils le font, ils sont élus pour ça, la politique salariale, c'est-à-dire qu'ils ont tout pouvoir pour recruter, c'est provocateur exprès, qui ils veulent,
comme ils veulent. Alors, ils ont évidemment des instances universitaires qui sont censées chapeauter. Mais on est très loin de ce que je vous décrivais tout à l'heure, le monde des pairs qui évaluerait des pairs. Ça vaut, si vous avez suivi mon raisonnement, peut-être pour les statutaires, mais ça ne vaut absolument plus pour l'immense masse des précaires de l'université, qui passent jamais devant la moindre commission, qui sont recrutés par... Pas parce que c'est leur directeur de thèse qui dirige, je sais pas moi, la grande recherche à 900 000 euros, ou parce que ils connaissent machin et que là il manque un enseignant, on l'appelle au dernier moment, tiens tu peux faire ça. Mais on évalue absolument jamais leurs compétences professionnelles de manière professionnelle. C'est au cas par cas. Ça pose des problèmes de clientélisme gigantesques parce qu'ils sont recrutés à titre personnel et non pas à titre professionnel pour leurs compétences. Moi, c'est des statuts que j'ai occupés. On vous demande même pas un CV. Et c'est pas parce que machin, c'est parce que vous êtes là et puis parce que bidule connaît machin et c'est terminé. Où on va? Bon, donc cette politique salariale là est plus dans le mode de fonctionnement. Et quand je dis que dans le mode de fonctionnement entre pairs, et quand je dis que le président d'université, alors c'est toujours un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide, le président peut faire deux choses. D'abord, valider ou invalider l'élection proposée par le Conseil des universitaires. Alors on nous dit il y a à peu près entre 47 et 50 cas de veto par an. C'est-à-dire où le président dit, là vous avez fait un concours, vous avez réuni, je sais pas, 12 chercheurs de la France entière, enseignants-chercheurs, vous avez pris celui-ci, moi c'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est plutôt l'autre. On nous dit 47 à 50 veto par an, c'est rien, parce qu'il y a un bon millier, plusieurs milliers. C'est très vrai que c'est rien, mais d'abord, c'est pas rien. Et ensuite, ça n'inclut pas tous ceux qui ne se plaignent pas de ça, parce qu'ils savent très bien que si je me plains, là, je suis grillé dans la profession. Si je fais un procès au tribunal administratif, je suis grillé. Certains le font, les 47 à 50 par an, suicidaires, qui se disent, bon, bah, foutu pour foutu. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Le Conseil d'État le Conseil constitutionnel a eu à se positionner devant ça. Les universitaires font des choses. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel en disant il est prévu dans la Constitution l'indépendance d'un enseignant-chercheur. S'il est recruté sur la bonne grâce d'un président d'université, est-ce que vous pensez pas que ça remet en cause l'indépendance d'un universitaire? Le Conseil constitutionnel a dit pas du tout, puisqu'il y a une commission d'universitaires qui valide en premier. À partir du moment où le veto du président est fondé, justifié, alors la justification classique, c'est... Alors, j'ai mieux regardé le profil, ça ne correspond pas à ce que l'université attend. Il n'y a pas besoin que ce soit plus détaillé, ça, c'est un veto motivé. Donc, ça reste constitutionnel. Et l'autre phase qui est, mais à mon avis, encore plus catastrophique, parce que ça relève de l'abus de pouvoir qu'on dénonce dans les journaux, qu'on dénonce entre nous, mais l'autre qui se voit moins et qui est encore, à mon avis, catastrophique, il a la possibilité, et il le fait, alors quand je dis lui, le conseil et machin, bon, de recruter sur le statut qui lui convient, enfin qui convient à l'université. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de recruter des fonctionnaires, on n'est pas obligé de recruter un enseignant-chercheur à vie. Si on a besoin d'une recherche là ponctuelle qui dure, bah, mettons mon laboratoire, non, ou une petite équipe au sein de mon laboratoire court la compétition pour récupérer les 900 000 euros mis au pot commun par l'ANR sur, je sais pas moi, histoire des vieux, parce qu'on a besoin de comprendre Alzheimer. Voilà, c'est parce que c'est formulé comme ça. Je connais rien aux vieux, mais bon, il y a 900 000 euros. Allez hop. Mettons que je le récupère. Sur 3 ans, l'équipe est assez considérable. Il faut que j'utilise l'argent. De deux choses l'une. Soit l'université dit, bah, c'est génial pour nous, on vise à long terme et on va recruter des enseignants-chercheurs parce que vous n'avez pas les moyens de mener à bien un truc. Il faut savoir qu'un labo fonctionne avec 20, 30, 40 000 euros par an pour 25 chercheurs statutaires. Là, c'est une petite équipe de 5 à 20 qui se retrouve avec 900 000 euros. Donc, ils recrutent. L'université dit, bon, très bien, vous recrutez, mais pas des fonctionnaires. On a besoin que pour 3 ans. Le contrat de 900 000 euros, c'est 3 ans. Après, il y en aura un autre, mais c'est pas notre problème. Donc, on recrute quoi? On recrute en fonction des besoins. Donc, des statuts précaires. 1 an, 6 mois, 2 ans. Au bon vouloir de l'université, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de se pointer dans une université et de s'entendre dire ah mais alors oui, alors c'est embêtant pour le statut, ah bon, je peux pas faire les cours, mais pourtant c'est machin prof qui me les a donnés et ils en ont besoin parce que le cours a déjà commencé depuis 15 jours, ils sont embêtés, bon alors très bien, et vous on sort un petit, bon, et ben vous allez remplir ça et vous allez voir une agence de courtage salarial par exemple. On invente un statut qui est vous reversez à une agence qui fait semblant de vous payer, moyennant 10 à 20% de ce que vous allez toucher, qui vous fait des fausses fiches de paye, et comme ça vous avez le droit de travailler pour l'université en n'étant pas salarié de l'université, en étant salarié de quelqu'un d'autre. Ou mieux, être recruté sur un statut qui s'appelle partout ailleurs, mais pas dans l'université du travail au noir, qui est
Bon, alors le truc du courtage, machin, ils me prennent quand même l'essentiel. Moi, je suis payé à l'heure. Bon, l'heure de cours dans une université aujourd'hui, c'est 38 euros à la louche. Il y a des virgules, mais enfin 38 euros. C'est ni beaucoup ni pas beaucoup pour des gens qui ont un doctorat et autres. Juste si on a que ça pour vivre, vous imaginez le nombre d'heures qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça paye pas la préparation, ça paye pas les copies, ça paye même pas la discussion avec l'étudiant qui vous dit oh, j'ai pas pu venir au cours précédent parce que ma grand-mère est morte ou je sais pas quoi. Non, c'est-à-dire l'heure commence, l'heure finit. C'est-à-dire même certains ont essayé de faire ça et moi je trouve ça très normal. Je prépare le cours en marchant, c'est-à-dire j'ai amené les bouquins puis je vais faire le cours devant vous, je vais le préparer. Imaginez la qualité des cours pitoyable, mais tant pis, c'est le jeu. Donc travail au noir, je disais, la société de courtage salarial peut pas vous trouver qu'elle vous prend vraiment beaucoup. Il suffit de trouver soit un collègue, soit un parent retraité, soit, parce que les retraités ont le droit, soit un conjoint qui est déjà salarié par ailleurs, et que l'université n'a pas besoin de salariés, c'est-à-dire pas payer de sécu, pas payer de droits de chômage, pas payer de congé maladie, congé maternité, congé machin, vous êtes payé comme des fantômes. Là, vous trouvez quelqu'un qui dit, bon, très bien, je vais le prendre, et puis je vais le faire passer, soit c'est un statutaire sur le mode des heures supplémentaires, qui ont le droit d'être payés, soit votre grand-mère qui est à la retraite, ça lui fait un petit pécule, et puis on s'entend. Alors mince, tu vas être obligé de déclarer plus, écoute, je te couvre le surplus que tu paieras aux impôts. Et vous faites cours, donc sous un faux nom, masculin, féminin, on s'en fout, vous arrivez devant vos étudiants et vous faites cours, ça peut être en amphi, ça peut être... et vous faites un cours extrêmement... si vous aimez un peu votre métier, vous l'avez préparé... à la louche, je donne pas des recettes toutes faites, mais faire 1 heure de cours magistral, c'est au minimum 7 heures de préparation. Si vous avez 3 heures à faire, vous comptez, vous avez passé une bonne partie de votre semaine à éplucher des bouquins, à rédiger le truc, pour payer juste les heures de présence. Si vous faites bien votre boulot, vous venez faire là, les étudiants voient que dalle. Mais n'empêche qu'ils ont eu cours de la part d'un prof au noir toute l'année, qui n'est même pas le prof qui est inscrit sur la liste des enseignants officiels de l'université, c'est-à-dire ça peut être n'importe qui, dont on n'a pas vérifié le recrutement parce qu'on passe pas devant les pairs, devant les autres professeurs, c'est juste machin, ah oui d'accord, il était en thèse avec toi, d'accord, on va faire confiance vaguement, ou bidule. Et de l'autre côté, les universitaires précaires, encore une fois, sont pas à blâmer, le seraient. Moi je milite, ça me déglingue, mais évidemment il faut se mettre à leur place 2 secondes, c'est-à-dire, et d'une, c'est de l'argent, qui peut cracher dessus parce qu'à côté il faut quand même aller soit au Pôle emploi, soit à McDo, soit à machin pour faire ça. Et de 2, c'est la sacro-sainte course où oui mais si j'accepte de faire ça, je gonfle mon CV va être bien, j'ai fait plein de trucs, je me fais bien voir machin, un jour je vais avoir un poste. Dans les faits ça n'arrive pas, pour plein de monde aujourd'hui ça n'arrive plus jamais, mais c'est difficile à comprendre pour un précaire, c'est extrêmement difficile. Il a voué sa vie à ça, vous pouvez pas lui dire non, si tu regardes mieux, t'es un peu abruti, tu n'auras jamais de poste, qu'est-ce que tu acceptes? Et on arrive à des situations d'auto-entrepreneurs, comme je disais tout à l'heure, qui font le tour de la France parce que les transports sont pas payés, les universités, il y en a pas beaucoup. Si vous avez un poste que vous avez... l'université de Tours est spécialiste des auto-entrepreneurs maintenant, que vous habitez à Paris, il y a de grandes chances que 38 € de l'heure, ça couvre même pas le TGV. C'est-à-dire c'est absurde, c'est à fond perdu. Mais en revanche, ça vous fait votre ligne sur le CV. Et on continue. Ou du bénévolat.